Dans cette capsule-ci, on va commencer notre troisième module qui porte sur la physique moderne. On va se trouver à naviguer entre les chapitres 9, 10, 11, 12 et 13 de notre manuel de référence, à quoi s'ajouteront quelques documents que je vous rendrai disponibles. Qu'est-ce que la physique moderne? Souvent on dit c'est la physique qui commence à partir de l'année 1900 avec Max Planck ou avec 1905 avec Albert Einstein. Essentiellement, c'est une période dans laquelle la physique est passée à travers un chamboulement complet des notions qu'on avait tenues pour acquises depuis Isaac Newton. On a remis en question des notions aussi fondamentales que l'espace, le temps, la matière, l'énergie, tout ça. Ça commence en deux grandes théories qu'on va commencer à entrevoir dans le peu de temps qu'il nous reste. Ça tourne autour, par exemple, des deux théories de la relativité d'Albert Einstein. Sa première relativité en 1905, qu'il appellera lui-même relativité restreinte, va remettre en question les notions d'espace, de temps et de mesure, de longueur et de durée. En 1915, il va généraliser sa théorie et là, on va avoir affaire, on va regarder une nouvelle physique des corps extrêmement massifs, une nouvelle physique de l'infiniment grand et qui va même nous donner des avenues à considérer sur la structure et le fonctionnement global de l'univers tout entier. En 1900 puis en 1905 commence aussi une autre évolution qui va remettre en question nos notions fondamentales sur la matière elle-même. Et là, ça va être dans le domaine de l'infiniment petit. Autant la relativité générale portait sur l'infiniment grand, autant la théorie quantique va-t-elle porter sur l'infiniment petit. Et à l'origine de cette théorie-là, il y a Max Planck en 1900, mais il y a aussi un papier et plusieurs articles, dont le premier par Albert Einstein étant 1905. Donc, Albert Einstein est à l'origine de ces deux grandes nouvelles théories qui ont remanié complètement nos conceptions du temps, de l'espace, de la matière et de l'énergie. On va commencer en regardant ce qu'on a appelé le rayonnement du corps noir. Alors, je vais me tourner vers les diapositives. Ce qu'on a appelé le rayonnement du corps noir, c'est quelque chose qu'on a développé à partir du fait que on sait bien que lorsqu'un corps est porté à une grande température, ici on montre un exemple des anciens ronds de poêle, lorsqu'un corps est porté à haute température, ben, il va rayonner de l'énergie, on sent de la chaleur, mais on est aussi capable de voir de la lumière, notamment, on la voit donc, c'est dans notre visible. On a déjà parlé du spectre électromagnétique qui couvre toutes les longueurs d'onde et toutes les couleurs, si vous voulez, possibles. On a vu très rapidement que température et couleur étaient associées. Et c'est ce qui a amené à ce concept-là du corps noir. On a vu par l'expérience dans ces années-là que plus un corps était porté à haute température, plus sa couleur passait du rouge sombre, un rouge intense, un jaune et vers le bleu ensuite. Les gens qui ont étudié ça ont développé des lois. Notamment, le chercheur Wien a trouvé cette relation-ci entre la température et le maximum d'intensité en fonction de la longueur d'onde. En regardant cette figure-ci. Sur cette figure-ci, on montre la lumière, l'intensité émise à toutes les longueurs d'onde en nanomètres, et ici on part de l'ultraviolet, et en fonction, on voit qu'on atteint un pic
en fonction de la longueur d'onde. Donc, le pic, là où on trouve le maximum d'intensité, en fonction de la longueur d'onde, ce pic-là se déplace vers les petites longueurs d'onde lorsque la température augmente. Ici, vous voyez un corps à 5000 degrés Kelvin, son pic est à peu près vers le vert. À 5800 Kelvin, un petit peu plus vers la gauche, et ça représente le spectre total d'énergie émis par les couches externes de notre Soleil, des étoiles ou des objets plus chauds. Le pic se déplace vers la gauche. Ce que Wien a trouvé, c'est qu'il existait cette relation ici entre le produit de la température du corps par la longueur d'onde à laquelle on trouve le maximum donne toujours cette constante ici. On a très vite voulu savoir combien d'énergie était émise. Est-ce qu'on pouvait trouver de l'information en considérant cette courbe ici? Quelques raisons pour lesquelles on voulait savoir ça à l'époque. Il y avait des raisons. Il y avait un besoin au niveau industriel, principalement en Allemagne. C'est peut-être pas pour rien que les grands chercheurs de l'époque étaient allemands. Du point de vue de la sidérurgie, quand on chauffe un corps, quand on prépare des objets métalliques, on les amène à différentes températures, on veut être capable de mesurer cette température-là, et évidemment, on n'enfonce pas un thermomètre en verre dans un métal en fusion. Or, l'idée, c'était, est-ce qu'en regardant ces courbes-là, le spectre émis, est-ce qu'on peut déduire la température du corps qui est dans le fourneau, par exemple? Il y avait une autre raison également. Depuis l'apparition en 1859 de l'origine des espèces par Darwin, on se demandait si le Soleil avait pu émettre de l'énergie suffisamment longtemps pour permettre à cette évolution lente que Darwin décrivait de se produire. Alors, on essayait de voir combien d'énergie y a-t-il sous cette courbe-là? Est-ce qu'on est capable de voir combien d'énergie donc est émise par le Soleil et combien de temps le Soleil peut-il émettre autant d'énergie? Or, Stephen, un chercheur Stephen, et le grand chercheur Boltzmann, à l'origine de la mécanique statistique et de notions comme l'entropie, sont arrivés à la loi suivante. L'air sous la courbe de l'intensité en fonction de la longueur d'onde serait donné par cette expression-ci avec la constante de Stephen Boltzmann que vous trouverez dans votre volume. Donc, le produit de la puissance quatrième de la température du corps moins la puissance quatrième de la température de l'environnement. Dans le cas du Soleil, le Soleil, ses couches externes sont aux alentours de 5800 K, mais il baigne dans un environnement interstellaire où le T0, si vous voulez, est tellement proche de zéro qu'on ne le considère pas dans les calculs. Je vais me tourner justement vers l'exemple 10.2 vers lequel pointe cette diapo. On va aller l'analyser ensemble. Or, dans l'exemple 10.2, on se demande si on peut calculer la température du Soleil à partir de l'irradiance moyenne à la surface terrestre. On donne ici la quantité d'énergie déposée par mètre carré par seconde sur une surface plane d'1 mètre carré au sol. 1,36 kW, constante terrestre. Bon, cette énergie-là, elle provient du Soleil. Le Soleil peut être considéré comme une source ponctuelle, localisée à 150 millions de kilomètres de la Terre. Or, si on regarde cette intensité-là de 1,36 fois 10 à la 3 watts par mètre carré,
Euh, Elle est celle qu'on retrouve à la surface de la Terre à 150 millions de kilomètres. En conséquence de quoi? En conséquence de quoi? On pourra se servir de cette équation-ci pour calculer la puissance totale émise par le Soleil. Cette puissance-là est émise tout le tour du Soleil dans toute sa surface, donc sur le Soleil a un rayon de 695 millions de mètres. Or, on va être capable de trouver l'intensité par mètre carré d'énergie donc émise par le Soleil. Et de là, on va le faire de cette façon-ci. Et de là, on va pouvoir trouver la température du Soleil. Alors, si vous regardez ce qu'on fait d'un premier temps, on prend l'intensité, 1,36 kW par mètre carré, qui est P sur A. On multiplie par l'air de la grande sphère partant du cœur du Soleil jusqu'à la Terre, 150 millions de kilomètres, et on trouve que le Soleil émet à chaque seconde 3,8 fois 10 à la 26 joules. Des watts, c'est des joules par seconde. En passant, 10 à la 26 watts, 10 à la 26 joules, c'est la quantité d'énergie utilisée aux États-Unis au complet, sur une année. Et ça, c'est pourtant ce qui est donné par le Soleil à chaque seconde. On calcule que le Soleil transforme 4 millions de tonnes de sa matière en énergie lumineuse à chaque seconde. Si on se rappelle, on va voir un peu plus loin l'équation E égale mc carré. Donc, à chaque seconde, le Soleil perd 4 millions de tonnes de sa masse. On prend donc cette énergie-là, totale, en joules par seconde, on la divise, on la répartit sur l'air du Soleil au complet, ok, ça c'est son air, et on trouve cette intensité-ci en watts par mètre carré, donc émise par chaque mètre carré du Soleil, cette intensité-ci, qu'on va aller ensuite introduire dans l'équation de Stephen Boltzmann, et on va trouver que la température de surface du Soleil est de 5,77 000 Kelvin, degrés Kelvin. On va maintenant retourner à nos diapos. Quand des gens ont voulu ensuite voir ce qui était à l'origine de cette courbe-ci, on a commencé à se demander d'où venait cette énergie. Et évidemment, étant donné que c'est de l'énergie électromagnétique, on s'est tourné vers ce qui se passait dans les atomes. Le concept de corps noir dont on parle, le concept de corps noir, si on revient à la diapo précédente, c'est un modèle. Le corps noir, c'est une espèce de modèle, ce serait un corps, qui est à l'équilibre avec son environnement. Il absorbe et réémet tout le rayonnement qu'il reçoit. Or, supposons une boîte, ici un cube, et ce serait les murs d'une enceinte qui est dans un four à une certaine température. Les murs sont faits d'un matériau, disons du métal, et constamment, d'un mur à l'autre, des atomes absorbent et réémettent de l'énergie sous forme radiante. À cette époque-là, on sait déjà depuis un temps que la lumière, c'est une onde électromagnétique depuis Maxwell. Ce que Max Planck va faire en 1900, il va essayer de calculer qu'est-ce qui est à l'origine de toute cette énergie-là. Il va faire le modèle suivant. Supposons un atome qui émet de l'énergie et qui est absorbé par un autre mur et qui va être réémise parce que le corps noir est à l'équilibre, il absorbe et réémet. Et supposons que cette énergie-là est émise dans toutes les longueurs d'onde possibles à l'intérieur d'un cube. Alors, rappelons-nous de ce qu'on a vu dans le modèle précédent concernant les ondes stationnaires.
Or, pendant très longtemps, Planck a cherché et il a trouvé que la seule façon de comprendre, de quantifier ceci, c'était en imaginant que l'énergie apparaissait sous forme discrète. Or, l'énergie était portée non pas par des ondes, mais comme si elle était rassemblée dans un petit paquet d'énergie, un petit paquet, un quantum, et l'énergie était donnée par cette formule-ci, une constante, la constante de Planck, 10 à la moins 34 joules seconde, fois la fréquence. Or là, on a un drôle de mélange. On a une fréquence d'habitude, c'est associé à une onde, et une onde, d'habitude, c'est quelque chose qui se déplace de moins l'infini à plus l'infini. Et en même temps, on a le concept de quelque chose qui est rassemblé, regroupé dans un corps discret. De plus, ce que Planck met de l'avant, c'est que cette énergie-là peut seulement apparaître comme un nombre entier de fois le quantum de base. Or, supposons une onde dont l'intensité serait donnée par l'échelle ici, et mettons que je représente une période complète de l'onde. Dans une représentation classique, toutes les intensités devraient être permises. J'en ai montré une dizaine ici, mais toutes les intensités intermédiaires devraient être permises. Ce que Planck nous dit plutôt, c'est que seulement l'intensité 1 ou l'intensité 2 ou l'intensité 3 seraient permises. Les autres intermédiaires seraient impossibles. Pour Planck, lorsqu'il a développé cette idée, c'était seulement une façon mathématique de se rapprocher au plus près de cette courbe-ci. Or, dans la journée même, les gens sont allés ressortir les datas qui avaient été accumulés dans leur laboratoire et ont trouvé que la formule de Planck représentait parfaitement les données expérimentales. Planck avait vu ça comme un artifice mathématique, c'est devenu une réalité. Albert Einstein, en 1905, va retrouver, à la limite d'un calcul basé sur une approximation, c'est-à-dire de se représenter l'énergie électromagnétique comme les molécules d'un gaz dans un cube, il va revenir à la formule de Planck. Et on est donc, depuis ce temps-là, avec l'idée que l'énergie est portée par des quantums d'énergie. L'énergie peut juste être un nombre entier de fois l'énergie portée par chacun des photons de fréquence F. Le photon est donc une particule. Et là, on voit déjà l'idée de la dualité onde-corpuscule à laquelle on va revenir un peu plus loin. Il y a une dualité au sens, une onde, c'est quelque chose qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Tandis qu'une particule, comme le quantum, le photon, c'est quelque chose qui est localisé dans l'espace avec des coordonnées d'espace et une vitesse. Il y a donc une dualité ici et on va la retrouver partout dans la théorie quantique. En mathématiques, on sait que si on additionne des ondes de fréquence et d'amplitude et de phase différentes, il existe toujours une région de l'espace dans laquelle toutes ces ondes s'additionnent de façon constructive, alors qu'à l'extérieur, ce sera destructif. Or, ici, on va voir qu'au lieu de se représenter une particule comme le photon comme une seule onde, on pourra se le représenter comme une sommation de plusieurs ondes de fréquences et de phases différentes. Et ça va faire une espèce de compromis. Le paquet d'ondes va rallier en lui les deux côtés de la dualité. En ayant plusieurs ondes, on va se rapprocher d'un comportement corpusculaire parce qu'il y aura une région limitée de l'espace dans laquelle on a interférence constructive. Et on va voir plus loin que c'est relié au principe d'incertitude qui est un des fondements de la théorie quantique.
En gros, si on veut se représenter ce qu'est un photon, ben un photon, ce serait une excitation locale d'un champ électromagnétique qui, lui, s'étend partout dans l'espace. De la même manière, on dira plus tard qu'un électron, c'est seulement une excitation locale d'un champ d'électrons qui se répand partout dans l'espace, et de même ainsi pour toutes les molécules, toutes les particules que nous pourrons connaître. Alors, ceci va compléter notre première présentation. Non, avant d'arrêter ça, je voudrais traiter avec vous rapidement d'un exercice du manuel. L'exercice R7, page 375 du manuel. On dit R pour récapitulatif. Or ici, on a un laser qui émet 132,8 nanomètres, qui est le laser hélium-néon, avec une puissance de 5 milliwatts. La lumière passe par une toute petite ouverture de 0,8 mm diamètre. On observe une figure de diffraction puisqu'on a de la lumière qui sort d'une ouverture de diamètre restreint. On va avoir une figure de diffraction à une distance de 10 mètres. On dit que 84% de la lumière est concentrée dans ce pic central, comme on a vu au chapitre 8. Et on nous demande l'irradiance moyenne du disque central. Et si l'écran absorbe 60% de photons, 60% de l'intensité, ben, pardon, à combien de photons cela correspond-il? Bon, voici un peu une représentation de la situation. On a notre laser avec son ouverture limitée qui va émettre sa lumière, et en raison de notre connaissance de la diffraction, on sait que la lumière, au lieu d'arriver et de faire un point seulement sur l'écran, va se répartir sur un lobe central et des lobes latéraux. On sait qu'il y a à peu près 84% de l'énergie totale qui est localisée dans le pic central. On veut l'irradiance. L'irradiance, c'est la puissance divisée par l'air. La puissance, on va prendre 84% du 5 milliwatts du laser. Et l'air, ça va être l'air du cercle de rayon Y. Le Y, c'est l'endroit où on voit arriver le premier zéro ou minimum de diffraction. Par notre équation, A sin θ égale P lambda, avec P égale 1. Mais ici, au lieu d'avoir 1, on va mettre 1,22 parce qu'il s'agit d'une ouverture circulaire. Le A, c'est le 0,8 mm. Et bon, le θ étant petit, on remplace la tangente par son angle, et on calcule ici que le Y est 9,65 mm, qu'on introduit dans notre équation d'intensité, et on trouve qu'il y a 14,4 watts par mètre carré dans ce cercle-ci. 14,4 watts, ça veut dire 14,4 joules par seconde par mètre carré. Or, l'équation de Planck-Einstein nous dit que l'énergie, c'est un nombre entier de fois les photons. On nous dit de regarder la longueur d'onde de 632,8 nanomètres qui va rentrer ici. La constante de Planck, 6,626 fois 10 à la moins 34. On isole le N et on trouve qu'il y a 2,75 fois 10 à la 19 photons par seconde par mètre carré. En passant, ce genre de calcul-là, c'est un calcul qu'on va faire quand on veut prédire le rapport signal à bruit qu'on trouvera dans un détecteur dans des circonstances données. Il m'est arrivé de faire des projets dans lesquels on voulait prédire le rapport signal à bruit dans des caméras infrarouges utilisées pour de la recherche et sauvetage. Et on peut prédire la lumière qui tombe du soleil sur la Terre, combien va être capté à une caméra à une certaine altitude.
Et on peut ensuite, connaissant ce qu'on appelle l'efficacité quantique de la caméra, pour chaque photon déposé sur la caméra, combien d'électrons seront émis, on est capable de prédire avec une très grande précision le nombre d'électrons qui seront produits dans chacune des cellules, des pixels de la caméra. Donc, ces théories-là s'appliquent constamment au laboratoire. Alors, je vais compléter ici, on vient de couvrir les sections 10.1 et 10.2 de notre manuscrit.